C'est une monte. information du New York Post qui se base sur une source, une conversation, des propos tenus sur Telegram, une source proche du Kremlin qui dit la chose suivante. Nous savons très bien qu'il a un cancer, qu'il a Parkinson, qu'il est schizophrène, nous l'avons souvent évoqué. Ces médecins insistent, il a besoin d'être opéré. La date de l'opération n'a pas encore été fixée. Il n'y a pas d'urgence absolue, mais l'opération ne peut plus être retardée. Effectivement, il y aurait déjà 7 hommes dont vous pouvez nous parler, peut-être, Sergueï, qui le remplacerait en ancien agent du FSB. Je peux vous parler des deux, Nicolas Patrouchev. Donc c'est un copain de Poutine, enfin qui est quelqu'un qui était dans la même direction antenne régionale de Leningrad, à peu près à la même époque que Poutine. Il est un peu plus âgé, il a un an de plus que lui. Donc c'est un fidèle de chez Fidèle. C'est un faucon. Donc, il a été directeur du FSB jusqu'à 2008, je crois. Et après, actuellement, il est secrétaire du Conseil de sécurité, dont le président est Poutine et le vice-président est Medvedev. Et donc, c'est quelqu'un qui tire les ficelles. On le dit cardinal gris de Kremlin. Et la source qui a raconté... En fait, on dit que Patrouchev, ce sera encore pire que Poutine, en gros. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est encore plus cynique, encore moins tenu. Il a son fils... Ça, vous le confirmez, vous c'est votre regard aussi. Oui, plus ou moins. Il a son fils, quand même, qui est le ministre de l'Agriculture de Russie, et son fils qui était affolé par la guerre. Et donc, du coup, c'est un oligarque aussi, Patrouchev. Ça veut dire qu'il a des millions comme Poutine, voire même peut-être des milliards. Il fait partie aussi de la fameuse coopérative au zéro, la coopérative Le Lac. Donc, c'est un bureau politique actuel. Et la source qui a donné, le général Esver, c'est celui avec lequel je fais toutes les semaines mon émission sur ma chaîne YouTube, l'analyse de la semaine depuis 8 mois. C'est la source qui a donné l'information au New York Post et aux médias américains. Et donc lui, est-ce que vous savez comment il a eu vent de tout ça? Donc ce monsieur, c'est quelqu'un qui se présente comme un général-lieutenant du SVR, ce qui est faux, parce que je ne crois pas que... En fait, il est parti, il est quelque part dans le monde, il est exilé, il n'est pas en Donc Russie. Il s'agit d'un général russe qui a quitté... la Russie ? Il s'agirait d'un officier supérieur au général du service des renseignements de Russie qui était dans l'entourage de Poutine, qui se dit très proche de Poutine, qui a donné à plusieurs reprises dans nos émissions comme quoi il connaît, en fait, il tutoie beaucoup de gens qui sont autour de Poutine. Et donc ça, c'est un peu gros. Mais n'empêche que cette source, je travaille avec lui depuis 8 mois, tout ce qui on ne connaît pas sa véritable identité. Non, on ne connaît pas qui c'est. On ne sait pas. Mais moi, je ne connais pas sa véritable identité, donc on se maintient. Ça ne peut pas être un coup d'esbrouf du KGB, enfin du FSB russe. En fait, on reproche qu'il soit effectivement la personne, mais vu ce qu'il raconte sur Poutine, c'est quand même difficile. Oui. Mais là, vous alliez dire, tout ce qu'il dit, généralement, ça se confirme, tout ce qu'il dit, à 90%, ça se confirme. D'accord. Et d'ailleurs, il a donné, au mois de septembre, tout ce qui se passe actuellement. Il a dit qu'au mois de février, la Russie va attaquer. Vous pouvez retrouver dans nos émissions, dans son Telegram canal, vous pouvez retrouver tout ça par écrit. Donc, il parle aussi de la maladie parce qu'il connaît aussi les gens qui sont dans la sécurité de Poutine, dans les gens qui entourent Poutine, qui le... Il estime lui aussi que son ancien patron du KGB, enfin du FSB, qui remplacerait Poutine en cas de maladie, est un dur. Oui. Là, il le dit aussi. Par exemple, c'est quelqu'un aussi qui a donné plein de détails sur la mort de Zinichev, le ministre des situations extraordinaires. Donc, il est bien informé. Alors, regardez, justement. Alors, bien évidemment, l'erreur de l'Occident serait de penser que Poutine est un extrémiste qui maintient son peuple sous un joug, une main de fer, et qu'en réalité, il n'y a que des aspirations autour de lui à plus de liberté. Bon, regardez cet extrait, alors là encore, c'est fabuleux, extrait de la télévision publique d'État russe, qui est une chaîne de propagande regardée par des dizaines de millions de Russes tous les jours. Et là, vous allez voir ce journaliste qu'on voit pratiquement tous les soirs sur notre antenne, qu'on vous montre, parce que c'est quand même savoureux, qui explique que finalement, Poutine... c'est rien à côté de ceux que pourraient être ceux qui le remplaceront un jour.
Regardez. У нас в стране многие мыслят в этом смысле гораздо радикальнее президента Путина. Если кому-то кажется, что президент Путин очень жесток, вы ошибаетесь, дорогие господа, так сказать, сэры, пэры и прочие, да, и паны. Вы ошибаетесь. Кому-то кажется, наверное, что вот они, может быть, сами себе врут, что вот есть такой большой такой российский народ, он весь мечтает, так сказать, как бы жить там в либеральной демократии, а один Путин заставляет тут это самое, вот это, вести эту военную операцию и так далее. Вы ошибаетесь. Вот буквально, мне периодически, так сказать, я общаюсь с людьми на улице, вот буквально недавно, говорят, дед один подходит, говорит, что вы там, говорит, все в зорницу-то играете? Надо, говорит, их уничтожить было, когда они приезжали, эти президенты, к Зеленскому. Да и все. Да и все. Вместе с этим Зеленским. И не было бы украинского государства, и некому было бы помощь оказывать. На самом деле, как думает в массе своей условный русский мужик. Вот так. Подходы, условно говоря, массового там, российского гражданина, они гораздо более жесткие и радикальные. Не будет мира, если не будет России. Еще пару фраз. Путина поэтому они так боятся, потому что они понимают, что Путин не пойдет ни на какие компромиссы. Не будет никаких компромиссов. Ну, да, это бог. Voilà. Sergueï Girnov, est-ce que vous confirmez qu'en Russie, il y a aussi tout un pan de la population qui tire une ligne beaucoup plus dure que celle de Vladimir Poutine? Il n'est pas si radical que ça dans son propre pays, Poutine? Le centriste Poutine, c'est Bayrou pratiquement. C'est Bayrou, c'est entre Jospin et Bayrou, Poutine, quand on les écoute. Hein. Oui, c'est Gandhi, en fait. C'est Gandhi, oui. D'ailleurs, on hésiterait. Il a fait une blague comme ça. Malheureusement, c'est pas drôle. À un moment donné, il a fait une blague par rapport à Gandhi. Mais c'est vrai qu'il y a des fous furieux. Il y a des fous furieux qui sont plus fous et plus furieux que Poutine. Et surtout, par exemple, actuellement, il y a chez les militaires. Vous savez, il y a les militaires qui critiquent Poutine. Et on s'est dit, lorsque les militaires, on a entendu la critique des militaires, on s'est dit, ouf, c'est peut-être les militaires qui vont nous libérer, c'est peut-être les militaires qui vont mettre fin à la guerre. Et en fait, non. Les militaires disent que Poutine est trop gentil avec les Ukrainiens. Il aurait dû faire comme à Mariupol, avec toutes les villes ukrainiennes. Ça veut dire qu'en fait, ils disent, on a perdu 20 000 hommes ou 15 000 hommes au minimum, parce qu'en fait, on respectait trop les civils, parce qu'on faisait trop peu de frappes d'artillerie et de frappes massives. Et en fait, il y a des militaires qui poussent beaucoup à une guerre beaucoup plus violente que celle qu'on a connue. C'est complètement fou. Hein. Ça veut dire que, alors que la moitié de l'humanité rêve de voir Poutine disparaître, la réalité, c'est que vous êtes en train de nous dire qu'il pourrait être un rempart contre la guerre absolue et totale. Et il y a une analyse qui est sortie des États-Unis que j'ai lue ce matin, selon certains analystes américains, qui disent mais finalement, on est étonné que la guerre ne soit pas plus cruelle. Finalement, on aurait pu, comme le disent les Russes sur cette émission, complètement prendre Kiev et se débarrasser de Zelensky, bombarder beaucoup plus de gares et bombarder beaucoup plus de villes pour vraiment totalement affaiblir le pays. Et ça n'a pas été fait. Et pour en revenir à la comparaison qu'on faisait tout à l'heure entre Hitler et Poutine, sur cette même émission qu'on vient de voir, un commentateur a dit dans une autre émission, finalement, tous ceux qui ne supportent, qui ne soutiennent pas la guerre, qui sont contre le Z, donc ce symbole de la guerre, devraient être déportés dans des camps, rééduqués et stérilisés. Oui, et c'est surtout... Qu'est-ce que ça vous rappelle tout ça? Ensuite, les parades du 1er mai à Saint-Pétersbourg, des photos de militaires, hommes et femmes, habillés en noir, avec des banderoles rouges, au centre desquelles il y a un cercle blanc et des chiffres noirs. Qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est le rouge, le noir et le blanc. Là, je suis habillée en rouge et noir, donc c'est peut-être une mauvaise analogie. Mais vous vous rendez compte, on est en train d'aller dans une dimension. Et ces mêmes analystes qui parlent de ce qui n'a pas été fait en Ukraine pour dire plutôt est-ce qu'il y a une certaine retenue de la part des Russes, parlent aussi du fait que quand on négocie avec Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on a quand même créé les Nations Unies avec la Russie à l'époque, il y avait une certaine entente avec Staline pour toutes les horreurs qu'il a pu commettre, un certain respect d'un certain droit international, en tout cas à l'étranger, que Poutine semble même ne pas respecter. Alors c'est énorme que les analystes américains commencent à comparer Poutine et Staline pour dire que Staline serait aurait été moins. Aujourd'hui, en fait, ça n'a rien Ça n'a rien d'étonnant, puisque je rappelle quand même que malheureusement l'ordre mondial créé après la Deuxième Guerre mondiale et accepté par les Occidentaux, à commencer par les Américains lors de Yalta, c'est l'acceptation que l'armée rouge occupe la moitié est de l'Europe
Et donc, sans discussion, sans leur demander leur avis, qui renversent, on les a abandonnés pour l'ordre et la stabilité sur le continent européen. Enfin, donc, je rappelle quand même que c'était ça la stratégie occidentale à l'époque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé l'OTAN. Pour stopper et pour mettre à contrebalance. Est-ce qu'on va peut-être pas être forcé à faire un compromis similaire si on accepte les menaces de Poutine, si on se dit finalement on ne peut pas prendre le risque qu'ils sont en train de jouer au poker et que finalement pour l'instant personne ne l'accepte. Non, personne ne l'accepte. Non, mais il ne faut pas oublier quand même. Il ne faut pas oublier. Laisse-moi finir ma réflexion, s'il te plaît. Est-ce qu'on ne va pas peut-être que dans la réflexion des stratégies à avoir, peut-être que si vraiment on prend cette menace nucléaire au sérieux, que certaines personnes prennent au sérieux, d'autres beaucoup moins, y compris un Russe très haut placé que je ne peux pas nommer, mais qui comprend très bien ce qui se passe au Kremlin, lui il dit, il ne pense pas qu'ils sont tous suicidaires. Bon, ça c'est un point de vue. Mais si on prend cette menace nucléaire au sérieux, peut-être qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir à une éventuelle stratégie de sortie politique, de compromis. Mais si on fait ça, il faut qu'on soit absolument réaliste que ce ne serait qu'une trêve temporaire. Parce que Olaf Scholz lui-même a dit aujourd'hui qu'il pense que Poutine a des desseins qui vont bien plus loin que l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, l'a dit aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde pense que Poutine a des... Voilà. Non mais, parce qu'encore une fois, la grosse différence, c'est que quand tu es en charge d'une politique, il faut se baser sur ce que tu es capable de faire pour l'empêcher de... Qu'il ait des ambitions, personne n'en doute. Qu'il soit complètement barré sur ses ambitions, enfin, je pense que ces discours et ces déclarations l'ont prouvé à la veille même de l'entrée en Ukraine. Mais la question après, c'est encore une fois, comment on fait une politique pour l'en empêcher? Est-ce que c'est en s'agitant ou est-ce qu'on sait en faisant petit à petit, de manière méthodique, avec les armes, quand on peut, la première phase, les empêcher de prendre Kiev, la deuxième phase, empêcher de... Et sans s'agiter plus que ça, parce que justement, l'idée n'est pas de le faire monter en puissance. Un dernier mot là-dessus, Alain, parce qu'après on retourne sur le terrain, il se passe des choses à Lviv à l'heure où on parle. Oui, je voudrais juste vous rappeler que pour l'instant, c'est l'Ukraine qui fait beaucoup de choses, justement, dans le sens pour calmer Poutine, et qui aussi, il a largement dépassé déjà et Staline dans sa cruauté et Hitler, parce qu'au moins Hitler, à la différence de Poutine, il avait au moins une idéologie, il avait un idéal qu'il poursuivait. Poutine, il n'a absolument aucun idéal. Son idéal, c'est l'argent. Ils sont tous là à protéger tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont pu récupérer auprès de la population russe. Donc aujourd'hui, Poutine a largement dépassé. Et c'est les Ukrainiens qui les arrêtent. Il faut aussi inclure dans la réflexion future les Ukrainiens, parce qu'on en parle toujours, les Américains, les Anglais. Bien évidemment, les Anglais et les Américains ont un peu plus compris parce qu'il y a beaucoup plus d'actions. Et je ne pense pas qu'on va arriver à une sorte de compromis, parce qu'il n'y aura pas de compromis. Quand on entend déjà les hauts placés, le gouvernement ukrainien, le président ukrainien, mais elle a raison. Ils disent aujourd'hui, plus de compromis, on n'arrêtera pas, il n'y aura pas de discussion,